Bien, bonjour. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Cazard, qui est directeur général de VMware France. Sylvain Cazard, bonjour. Bonjour Guy. Donc c'est une tradition dans cette émission, l'invité de la semaine, de faire part de ce qui a retenu votre attention dans notre secteur IT, on va dire, au sens large, ces semaines passées. Donc quels sont l'événement ou les événements ou les tendances qui vous ont particulièrement intéressé ? J'ai deux choses qui ont retenu mon attention récemment. Alors c'est un peu dans l'IT, même si on va parler du sport. En ce moment on est en plein dans les JO d'hiver, donc je suis aussi sportif et c'est toujours un bel événement. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que malgré que ce soit un événement mondial, fraternité, le sport, etc., il y a quand même des attaques, notamment des attaques numériques. Donc même les JO n'y échappent pas. Donc voilà ce qui est un peu noté mon attention. Quand vous dites malgré, c'est plutôt, en fait, comme les JO, c'est une vitrine exceptionnelle, finalement, autant en profiter, du point de vue des hackers. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il y a à hacker. Il y a sûrement des choses, mais effectivement, c'est une vitrine. Et malgré les moyens qui sont mis en place, je pense que c'est des événements qui sont extrêmement sécurisés d'un point de vue sécurité physique, sécurité technologique. Je connais un peu le sujet. On ne citera pas le fournisseur qui est partenaire des JO. Qui fait par ailleurs un excellent travail depuis des années sur le sujet. Malgré ça, si vous voulez, il y a quand même des attaques qui se rendent visibles, mais je crois qu'il n'y a pas eu trop de dommages, si ce n'est les sites web qui ont été arrêtés pendant quelques heures, c'est tout. Donc ça a retenu mon attention. Je pensais que c'était que du sport, mais voilà, ça dérive aussi sur des problèmes d'informatique et de piratage. Ce que j'ai noté aussi cette semaine, et ça c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est diversité dans le monde de la technologie, diversité homme-femme. Donc il y avait la journée internationale, c'est un programme de l'UNESCO, des femmes et des filles dans les sciences. Je crois que c'est un sujet passionnant. C'est vrai qu'on est dans une industrie très technologique, sur laquelle on a une parité qui n'est pas du tout là. Quand on va à des réunions où c'est plutôt des développeurs dans la salle, effectivement, on a vite fait le tour. Donc je pense qu'il faut que ça change un peu. Les choses sont en train de changer. À deux niveaux. D'abord, je pense que ces métiers-là, qui sont très orientés ingénieurs, technologie, sont en train d'évoluer, parce que la transformation numérique, c'est pas que du code, c'est aussi des usages, c'est aussi des émotions par rapport à l'usage de la technologie. Je pense que les femmes ont toute leur place là-dedans et il faut qu'il y ait des femmes dans cette transformation numérique. Donc je pense qu'il faut qu'on change aussi un peu les métiers de la technologie. Et puis ensuite, il y a un problème de fond aussi à traiter, qui est le problème de l'éducation. Aujourd'hui, ces métiers-là n'attirent pas suffisamment les femmes, bien que ça avance, parce qu'un dernier sondage aussi fait par les directeurs des écoles d'ingénieurs disent 28% maintenant de femmes dans les filières technologiques. C'est en augmentation. Il y a quelques années, c'était 20%. Donc c'est prometteur, mais ça permet de traîner la base du problème. Puis après, tous les industriels, les entreprises ont un rôle important pour promouvoir ces métiers-là, promouvoir les femmes dans ces métiers de la technologie, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Puis j'irais même, pour aller dans votre sens, mais en rajouter un petit peu, même si l'informatique n'était que du code, je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas y participer autant que les hommes. Il n'y a aucune raison particulière, elles n'ont pas un cerveau différent qui leur interdirait de le faire. Tout à fait, mais aujourd'hui ça en revient à mon point, c'est un point de la formation. Aujourd'hui ces filières-là, ces filières technologiques, de code, etc., n'attirent pas suffisamment les femmes, même si c'est en progrès, donc c'est encourageant. Donc, il y a le système éducatif, il y a les industriels aussi, et nous c'est ce qu'on essaie de faire, et puis c'est d'essayer de valoriser ces métiers-là pour les femmes, d'accord ? Donc c'est aussi ça, si les femmes elles voient un miroir, si vous voulez, dans des belles carrières, elles disent je vais m'intéresser à une filière technologique. Ça me fait penser à une présentation de l'ancien président du Syntec, justement, où il se lamentait un peu de cette situation. Il disait mais il n'y a pas que la médecine, parce qu'on sait que la médecine attire aujourd'hui une majorité de femmes. Nos métiers sont aussi tout à fait intéressants et pourraient être valorisés. Donc maintenant, si on aborde un peu toute l'actualité de
de VMware, et il y en a eu, je dirais, pas mal d'événements ces derniers temps. Il y a eu en particulier donc un rachat d'une petite start-up Cloud Coreo dans le domaine de la sécurité, mais qui fait suite à des rachats l'année dernière. Donc il y a eu Wavefront, il y a eu VeloCloud, tout ça autour du cloud, bien entendu. Est-ce que vous pouvez commenter un peu ça, mais plutôt dans l'idée, est-ce que ce sont des acquisitions un peu tactiques, c'est-à-dire qu'en gros vous avez un portefeuille d'applications, enfin un portefeuille de solutions dans lesquelles il manque tel ou tel élément et donc on rachète une entreprise, ou est-ce que c'est vraiment une démarche stratégique d'acquisition pour aller vers une cible que vous avez déjà en tête? Bon. C'est difficile, si vous voulez, de commander sur que sera le futur, hein, d'accord, mais surtout surtout dans nos domaines. Donc, je ne peux pas vous dire si on va acheter des sociétés, bien sûr, dans les 2-3 mois, etc. Mais ce qui est évident, et c'est ce que l'on a fait maintenant depuis 4-5 ans, c'est qu'on a fait des rachats de technologies. Que vous avez appelé tactiques, je pense qu'ils sont tous stratégiques, si vous voulez, avec une politique de racheter des technologies naissantes, vous voyez, avec soit des émanations. Quand on a racheté une entreprise qui s'appelait Nicira il y a 5 ans, c'était une émanation de Stanford, c'était 80 personnes. Aujourd'hui, c'est un business qui fait plus d'1 milliard par an. Vous voyez, donc c'était une stratégie, c'était stratégique, si vous voulez, mais dans une logique d'acquisition de technologies nouvelles pour compléter nos offres et pour continuer à innover, à la fois de l'innovation qui émane de l'interne, mais également d'acquisition de technologies. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a fait, d'accord, et c'est possible qu'on continue à le faire. En tout cas, c'est ce qu'on a fait sur les 5 dernières années, vraiment pour aller plus vite, pour innover plus vite, et pour être les premiers sur les nouveaux sujets, puisqu'en 5 ans, vous l'avez vu, on est passé de la virtualisation des serveurs à maintenant la virtualisation de l'ensemble de l'infrastructure technique, c'est-à-dire des disques au fond des data centers jusqu'au smartphone, et on a toujours été à l'initiative sur ces sujets-là, par du développement interne, mais également par des acquisitions de nouvelles technologies, de petites entreprises, mais qui étaient très stratégiques et qui sont devenues des business, qui deviennent des business importants. Alors, je relisais un papier, un article de Pat Gelsinger qui est publié, posté sur votre site web, qui est pas mieux, il date d'octobre de 2017, et en gros, il définit les 4 piliers de la stratégie de VMware. Donc, comme vous l'avez dit, il y a quelques années, VMware, c'était la virtualisation des serveurs, et aujourd'hui, on est à quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Et donc, ces 4 piliers, c'était le premier, c'était rendre le cloud privé plus facile. Le deuxième, c'était former des partenariats stratégiques avec les opérateurs du cloud. Le troisième, c'était étendre ce réseau d'opérateurs de cloud avec des opérateurs plus petits. Et le quatrième, c'était développer une offre de services pour améliorer, faciliter la gestion du cloud. Est-ce que, évidemment, vous n'allez pas me dire que c'est pas les 4 piliers de la stratégie VMware, mais est-ce que vous pouvez commenter un peu ces 4 piliers? Qu'est-ce que ça signifie pour vous dans la déclination de vos offres et chez vos clients? Alors, donc sur le premier pilier, qui est ce que vous appelez les clouds privés, d'accord. Donc, on l'appelle aussi ce qu'on appelle modernisation des infrastructures des clients, donc chez eux, qui leur sont privés. Donc, on part d'un historique, et aujourd'hui on a toujours une très grande part de marché sur l'hyperviseur, et ça se dément pas depuis des années. Maintenant l'enjeu est moins là, si vous voulez. L'enjeu c'est comment on modernise l'ensemble des infrastructures en interne chez les clients, et donc ça se traduit par plus de technologies, également d'un point de vue accès chez les clients, par des engagements avec plusieurs spécialités, rassembler chez les clients différents départements qui travaillaient de façon séparée. Aujourd'hui, on virtualise les serveurs, bien sûr, mais également tout le monde de la sauvegarde, du stockage, tout le monde du réseau, Dieu sait que c'est important, tous les gens de la sécurité. Donc, c'est à la fois des technologies, mais c'est également des enjeux de transformation au sein des entreprises pour qu'ils modernisent justement leurs infrastructures et les équipes d'infrastructure et leurs clients internes qui sont bien sûr les développeurs et les équipes métiers. Voilà. D'accord. C'est le premier sujet. Puis ensuite, aujourd'hui, il n'y a pas un sujet de modernisation
data center qui se conçoit, qui se décide sans avoir une perspective vers le cloud public. D'accord, donc ça c'est le deuxième pilier. Donc on essaie de donner cette perspective et cette possibilité aussi aux clients en travaillant avec un très grand nombre de service providers, d'opérateurs de cloud, pour que les choix qui sont faits en interne, qui ont déjà été faits et qui continuent à se moderniser, soient compatibles avec des capacités de traitement dans le cloud public. Et donc là, on travaille avec un écosystème très large. On a 5000 partenaires de cloud dans le monde. On en a 250 à peu près en France qui utilisent nos technologies pour fournir des services de cloud compatibles avec ce qu'ont leurs clients. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Il y a un troisième pilier qui est effectivement là aussi dans le cloud, c'est tout ce qui est modernisation du poste de travail, de l'expérience utilisateur. Et donc là on a fait énormément d'investissements sur le sujet pour que les clients puissent rendre leurs applications beaucoup plus mobiles, que l'usage soit transparent entre ce qu'ils font sur leur laptop et sur leur smartphone, et que tout ça se soit fait de façon sécurisée, centralisée sur les data centers. Autant tout ce qui est virtualisation des trois premiers points, donc stockage, serveur et réseau, les choses ont beaucoup évolué, autant sur le poste de travail, on a l'impression que ça bute un peu. C'est-à-dire que la virtualisation du poste de travail, dont on parle depuis très très longtemps, finalement ça n'a pas l'air de se concrétiser. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelles sont les raisons alors aujourd'hui, si vous voulez, les cas d'usage de virtualisation sont restés quand même confidentiels. Oui. Il y a toujours des choses, et c'est établi, que ce soit avec les technologies VMware ou avec d'autres. Oui. Maintenant, ce monde-là, ce monde de l'expérience utilisateur, depuis 2 ans, a complètement changé de mon point de vue. Si vous voulez. Aujourd'hui, c'est le sujet prioritaire, si vous voulez, c'est transformation digitale dans les entreprises égale expérience mobile des collaborateurs, des clients, des partenaires. C'est ça qui drive la modernisation du poste de travail aujourd'hui. Donc d'abord, c'est déploiement des applications en mobilité pour meilleure expérience, meilleure productivité. Donc il y a beaucoup de grands projets qui sont lancés partout en France sur ce sujet. C'est assez impressionnant, surtout depuis les 6 derniers mois. Parce que vous avez une grande entreprise, elle met un plan digital en place. En général, premier ou deuxième chantier qu'elle fait, c'est modernisation de l'expérience utilisateur. Quand on a fait ça, on n'a fait qu'une partie de la transformation digitale parce qu'on n'a pas revu le modèle d'affaires encore. C'est quand même ça, le modèle d'affaires à base de digital et de data. Mais c'est un prérequis et on l'a souvent en premier ou deuxième chantier. Donc aujourd'hui, la modernisation du poste de l'interface d'application, de consommation des applications, est tirée par ces sujets de mobilité. Et c'est ces sujets de mobilité qui ramènent le poste de travail à l'intérieur, donc la modernisation du poste de travail, dans un environnement avec des flottes de terminaux et des utilisateurs qui ont plusieurs terminaux. Donc on est moins dans une logique, vous voyez. Et à l'intérieur de ça, on va retrouver effectivement quelques cas d'usage particuliers sur le poste de travail virtuel. Mais le marché s'est renversé, si vous voulez, sur tout ce qui est modernisation du poste de travail, de ce qu'on appelait le poste de travail virtualisé, à distance, etc. Aujourd'hui, le gros driver du marché, mais de loin, c'est mobilité, consommation des applications en mobilité. Et derrière, on vient y ramener le poste de travail à l'intérieur, dans des sujets de modernisation de poste de travail, upgrade sur les versions de Windows par exemple, des choses comme ça. Donc finalement, et dans une logique de cloud en plus. C'est ça. Donc et dans une logique de cloud, de consommation des services à travers le cloud. La logique a un peu changé par rapport à celle qu'on pensait initialement. Elle a complètement changé. Elle a complètement changé en l'espace de 2 ans. D'accord. Alors j'en viens au deuxième point là sur finalement le développement d'un réseau de partenaires. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui vient au premier plan, c'est AWS, donc Amazon, avec qui vous avez signé un accord particulier qui fait qu'en gros chez AWS on peut retrouver l'infrastructure que le client pourrait avoir chez lui. Et donc, est-ce que vous pouvez commenter un peu ça? C'est-à-dire, est-ce qu'en France, on a déjà des cas d'usage de ça? Mais
plus généralement, dans une vision de l'informatique de demain, si on utilise la métaphore de la galerie marchande, est-ce que, en gros, on va avoir quelques grands écosystèmes, donc qui seront les galeries marchandes de demain, AWS, Google, Microsoft, et au sein qui vont offrir les mêmes marques, ou est-ce que ces galeries marchandes vont se différencier sur les marques et les services qu'elles vont faire? Comment ça va s'organiser? Et puis, je faisais un peu la comparaison entre vous et Microsoft. Il y a finalement un cheminement un peu inverse. Microsoft est parti du cloud public pour aller vers le cloud privé avec Azure Stack, et vous avez eu le cheminement inverse. Donc, est-ce que vous pouvez commenter un petit peu tout ça, qui peut-être pour un DSI est un petit peu complexe quand même pour s'y retrouver? Alors, donc il y a plusieurs questions. Sur la première, ce que l'on annonce, ce qui est maintenant fait avec AWS, c'est quelque chose d'assez majeur. Quelque chose d'assez majeur, c'est l'acteur leader sur le cloud privé, qui est VMware, qui s'associe avec l'acteur leader de loin sur le cloud public, Amazon, pour créer une offre commune. D'accord. Donc, je crois que ça correspond à une attente du marché. Les clients sont satisfaits d'avoir leurs applications fonctionnent sur VMware. Ils en sont satisfaits depuis des années. Ils veulent aller tirer des capacités. Ça fonctionne exactement pareil. Ça fonctionne exactement pareil. Ce sera même des supports unifiés, si vous voulez, pour que ce soit complètement transparent. Ils veulent aller chercher de la capacité à l'extérieur parce que y a besoin de beaucoup de dynamisme sur les infrastructures. Donc, les clients vont y voir un grand intérêt. Maintenant, c'est une solution qui est live aux États-Unis, d'accord. Ah, c'est ça. Donc, elle n'existe pas encore en France. Elle va être. Alors, on est dans le cloud, c'est-à-dire on peut la consommer, on peut la consommer. Là s'ouvrent les data centers de AWS en Europe avec cette solution. Ils sont en train de s'ouvrir. Donc, on a un plan où le mois prochain, cette solution sera disponible sur des data centers en Angleterre et quelques mois après en Allemagne, d'accord. Ce qui a été annoncé, c'est plus tard dans l'année sur les data centers français, mais c'est déjà consommable, puisqu'on est dans le cloud. C'est consommable dans les clouds qui sont hébergés aux US et maintenant en Europe bientôt. Donc ça va être un service qui va être disponible, et ça va être assez prometteur. Et vous avez déjà des clients français qui sont intéressés par ça? On a beaucoup de clients en français qui sont intéressés par ça. Donc on a eu énormément de demandes. Ça suscite un intérêt réel. Un énorme intérêt. On a eu énormément de demandes pour faire des bêta-tests l'année dernière, quand la solution était en bêta-test. Maintenant, elle est disponible. On a eu un mal fou à répondre à la demande. C'est plutôt, vaut mieux avoir ça comme problème à résoudre. Après, attendons de voir ce que ça donne. Les premiers résultats sont encourageants aux États-Unis, mais oui, il y a un très fort intérêt sur cette. D'accord. Et sur l'organisation de notre secteur, de l'IT et du cloud en général, dans quelques années, comment vous voyez les choses? Alors là, c'est sur votre deuxième point. Je crois, franchement, c'est difficile c'est difficile aujourd'hui. Je vois pas qui, franchement, raisonnablement, peut dire, voilà, dans 5-6 ans, est-ce qu'on sera dans une logique de galerie marchande, c'est le terme que vous avez employé, où on aura tous les différents services chez la galerie marchande AWS ou la galerie marchande Google ou je crois que c'est prématuré. C'est prématuré. C'est pas la peine de faire de la prospective si voilà, on n'a pas les aides. C'est sur votre troisième question aussi. Aujourd'hui, ce monde est en train d'accélérer, les acteurs bougent, on voit bien que les gros acteurs sont en train et pas tous d'ailleurs, quand même de prendre des positions fortes sur ce sujet. Chacun, bien sûr, on est dans un monde de différenciation dans la technologie. Donc chacun va essayer de trouver ses différenciateurs. Donc je suis pas sûr qu'on arrive dans une logique de galerie très rapidement. Chacun va avoir, en fonction de son historique, ses capacités. Certains sont plus sur du volume, de la capacité, dans le monde du cloud. D'autres vont être plus pertinents pour le monde des développeurs. D'autres vont être plus pertinents sur les moteurs de calcul sous-jacents à leur cloud, pour avoir des différenciations.
Donc je crois que c'est très prématuré de dire où est-ce qu'on sera dans 10 ans. Chacun essaie de prendre ce marché le mieux qu'il peut, hein, et en innovant toujours. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Dernier point, quand on s'était vu il y a un an, on avait parlé de la relation entre tout ce qui est virtualisation, donc monde que vous connaissez parfaitement, et puis containerisation, sur lequel vous êtes arrivé aussi, pour lequel vous avez des offres. On a bien compris que ce sont deux mouvements qui sont nés de manière un peu indépendante, mais qui sont très complémentaires, et donc les technologies s'entraident, mais vous disiez l'année dernière qu'on en était encore au début de tout ça. Est-ce qu'un an après, maintenant, c'est véritablement entré chez vos clients? Est-ce que vous avez des exemples à donner, ou est-ce que ça progresse gentiment? Ça progresse relativement vite. Je pense qu'il y a deux forces qui progressent, d'accord. Vous avez la force des développeurs, où forcément, transformation numérique, plus de développeurs, plus d'applications, plus d'agilité, plus de services qui sont mis à disposition rapidement. Donc définitivement, le monde des développeurs est une force importante et va continuer à l'être. Et donc avec tout ce qui est outillage, container et tous les nouveaux, c'est très dynamique aussi, hein. Donc là aussi difficile de prédire quels seront les grands standards de développement des applications du futur. Et puis il y a une autre force aussi qui émerge et qui va vite, c'est les impératifs d'industrialisation des plateformes sous-jacentes à la transformation numérique, hein, avec des logiques de montée en charge, avec des logiques de disponibilité à l'échelle de la planète, avec des logiques de sécurité. Hein, à nouveau, on parlait tout à l'heure de l'exemple des JO. Les JO, c'est des applications pour des millions de personnes, pour les spectateurs, pour les organisateurs, pour tous les... Et puis derrière, des infrastructures qui doivent être extrêmement industrielles, extrêmement sécurisées. Et voilà, ça c'est les deux forces, si vous voulez, qui doivent forcément travailler ensemble. Et dans ce contexte-là, on pense que les plateformes éprouvées de virtualisation à base de technologies comme VMware sont les bons réceptacles pour ces environnements, qu'ils soient à base de containers ou d'autres frameworks de développement, pour que l'industrie progresse et fournisse les services applicatifs tout en assurant, si vous voulez, une industrialisation qui est nécessaire au monde dans lequel on vit. Je crois qu'en fait on a bien compris que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer dans les 3-4 ans qui viennent, et deux, ça évolue extrêmement vite, donc je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir assez rapidement. Sylvain Cazard, merci beaucoup. Merci Guy, à bientôt.